Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se plonge dans les coulisses d'un grand sommet international, le G20, pour analyser un discours qui a fait pas mal de bruit. Oui, et le contexte est déjà particulier en soi. Ah oui, absolument. Pour la toute première fois, ce sommet se tenait sur le sol africain, en Afrique du Sud. C'est un symbole fort. Un symbole, et puis aussi une opportunité. C'est le genre de tribune, on ne vient pas juste, disons, pour la photo de famille, on vient pour marquer les esprits. C'est exactement ça. Et la source qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le message du président algérien Abdelmadjid Tebboune, un message qui a été lu par son Premier ministre. Notre objectif, ça va être de décortiquer un peu la vision que l'Algérie propose au monde. C'est une fenêtre ouverte sur les priorités d'un acteur majeur du Sud global. Hmm. Surtout sur les relations souvent très complexes entre pays développés et pays en développement. Voilà. Alors, on va décortiquer ça ensemble et voir ce que ce message révèle sur les grands équilibres, ou plutôt les déséquilibres du monde actuel. Et c'est vraiment crucial de le faire. Parce que la prise de parole d'un pays comme l'Algérie, dans une instance comme le G20, ce n'est jamais anodin. Ce n'est pas qu'un simple discours. C'est une plateforme pour contester l'ordre économique qui est établi et pour avancer des alternatives qui bousculent un peu. On est vraiment dans le positionnement stratégique. Bon, alors allons-y. Le discours s'articule autour de quelques grandes idées, de piliers assez forts. Le premier, c'est un sujet qui fâche, un sujet brûlant. Ah oui, La dette des pays en développement. Le message est très direct là-dessus. C'est une urgence. le discours utilise même le mot de masse. Une masse qui pèse et qui entrave le développement. Le mot n'est pas choisi au hasard. Non, c'est clair. Et face à cette masse, la proposition algérienne, elle sort des sentiers battus. On ne parle pas juste de rééchelonner, de repousser le problème, quoi. Non, ça c'est la solution habituelle. C'est ça. Là, l'idée, c'est d'aller beaucoup plus loin, avec deux options. La première, elle est radicale, annuler une partie de la dette. Et la seconde, elle l'est peut-être encore plus, transformer cette dette en investissement direct. Et ça change tout. Ah oui, ça change complètement la perspective. Au lieu de juste envoyer de l'argent pour rembourser des créanciers, on se servirait de ces mêmes fonds pour construire une usine, un port. Un réseau électrique sur place. Voilà, on transforme un passif, une charge, en un actif. Exactement. On passe d'une logique de fardeau à une logique de levier. C'est une tentative de renverser la table sur la fonction même de la dette. Mais ce n'est pas tout. Le discours pointe un autre problème, plus technique mais tout aussi fondamental. La manière dont le risque est évalué. C'est-à-dire, on parle des fameuses agences de notation, ce genre de choses? On parle d'elle, oui, et de tout l'écosystème financier qui va avec. Aujourd'hui, quand une de ces agences évalue un pays en Afrique, elle applique des critères de risque qui sont très très stricts. Le résultat, c'est que les taux d'intérêt qu'on leur propose sont bien plus élevés que pour un pays européen, par exemple. C'est un cercle vicieux, Oui, parce qu'ils sont vus comme risqués, du coup ça leur coûte plus cher d'emprunter. ce qui augmente leur risque de ne pas pouvoir rembourser. Exactement. Le discours algérien, il dénonce ce système comme étant inéquitable, basé sur des, je cite, complexités techniques qui au final pénalisent toujours les mêmes. J'imagine la réponse de ces agences. Elles diraient que leurs modèles sont objectifs, basés sur des données, pas sur des préjugés. Est-ce que le discours suggère comment corriger ça concrètement ? C'est là tout le nœud du problème. Le discours, il ne propose pas une nouvelle formule mathématique, mais il appelle à une refonte politique des critères. Il suggère que l'évaluation du risque ne peut pas être déconnectée des réalités locales, du potentiel de croissance, des efforts de gouvernance. L'idée, c'est de dire arrêtez de nous regarder seulement par le prisme de nos faiblesses passées et évaluer notre potentiel futur. Donc, c'est un appel à changer les règles du jeu de la finance internationale, pas seulement en ajuster les paramètres. C'est exactement ça. Et cette idée de changer les règles du jeu, ça m'amène directement au deuxième grand point du discours, qui en est la suite logique en fait. Forcément, les deux sont liés. Si on veut changer les règles, il faut s'intéresser aux institutions qui les créent. Le FMI, la Banque mondiale. Les arbitres, comme vous dites. Voilà. Et le discours est très clair là-dessus. Il faut une réforme en profondeur de ces grandes organisations. La demande centrale, c'est plus de justice, plus d'équité, plus de transparence. Donner une place plus importante aux pays en développement, et surtout au continent africain, dans les instances dirigeantes. Là où les vraies décisions se prennent, quoi. Alors, il faut bien voir que ce n'est pas une demande nouvelle. C'est une revendication historique de ce qu'on appelle le Sud global. Mais le fait de la réaffirmer comme ça devant les dirigeants du G20, ça lui donne une résonance particulière. Le système actuel, il date de l'après-guerre.
Les droits de vote au FMI, par exemple, sont liés au poids économique de chaque État. D'accord. Du coup, c'est un système qui, mécaniquement, donne un pouvoir énorme aux États-Unis, à l'Europe, et qui marginalise des continents entiers. Donc, si je comprends bien, il s'agit de passer d'un statut où on subit les décisions à un statut de codécideur. C'est une question de souveraineté économique, en fait. C'est le mot juste. C'est une façon de dire, écoutez, l'économie mondiale a changé, les équilibres géopolitiques ont changé, il est temps que les institutions qui gouvernent tout ça se mettent à jour. Une mise à jour du logiciel de la gouvernance mondiale ? C'est une bonne image, oui. Mettre à jour le logiciel de 1945 vers celui de notre époque. Et cette question de justice, d'équité, on la retrouve sur un autre terrain tout aussi brûlant, qui est le troisième pilier du discours forum, le climat. La transition énergétique. Le point de friction de toutes les négociations internationales en ce moment. Complètement. Et là, la position algérienne est assez nuancée. D'un côté, le pays affiche son soutien total à la transition vers les énergies vertes, mais de l'autre, il pose une condition, et elle est de taille. Cette transition ne pourra pas se faire sans un soutien international massif. C'est le nerf de la guerre. Oui. L'appel est double. Il faut de l'argent, des financements, et il faut des transferts de technologie. L'idée, c'est de ne pas imposer un choix impossible entre développement économique et action pour le climat. C'est là qu'on touche au fameux principe de la responsabilité commune mais différenciée. C'est un concept clé inscrit dans les traités sur le climat. Ça dit en gros que si tout le monde est responsable de la planète, la responsabilité historique du problème, elle incombe surtout aux pays industrialisés qui émettent du CO2 massivement depuis 2 siècles. C'est une sorte de dette climatique, si on veut. C'est exactement ça, une dette climatique. Et les pays en développement disent « D'accord, nous sommes prêts à faire notre part, mais vous ne pouvez pas nous demander de financer cette transition qui coûte des fortunes tout en gérant les conséquences du changement climatique qu'on subit déjà de plein fouet. » Les sécheresses, les inondations. Voilà. Prenez un pays qui subit la montée des eaux. On lui demande d'arrêter de construire des centrales pour son développement alors que son territoire est menacé par un problème qu'il n'a pas créé. C'est ce paradoxe que le discours met en lumière. Il insiste sur le fait que la transition doit être un partenariat, une collaboration, pas un nouveau fardeau imposé au Sud. Et en parlant de conséquences et de catastrophes, le discours aborde aussi cette question de la gestion des crises. C'est le 4e point. Oui, un point très pragmatique, qui découle logiquement du reste. On sent une volonté d'être concret, oui. La proposition, c'est d'augmenter massivement les fonds pour la prévention des risques majeurs, et surtout pour la capacité de réagir vite. Il y a même une idée très précise, créer un mécanisme de financement spécial au sein des banques de développement. Un fonds qui pourrait être débloqué quasi immédiatement par un pays sinistré. Catastrophe, qu'elle soit climatique ou sanitaire. Ce sont les pays les moins équipés pour y faire face. On l'a vu tragiquement après certaines inondations ou séismes, le temps que l'aide internationale s'organise, que les promesses se concrétisent, la fenêtre d'action pour sauver des vies, elle est déjà refermée. D'où l'idée d'un interrupteur d'urgence financier. C'est ça. C'est une approche qui se veut plus efficace, mais c'est aussi une question de dignité. On passe de la charité post-catastrophe à une solidarité qui est organisée, qui est prévisible. Alors, on a couvert ces 4 grands axes, la dette, la gouvernance, le climat et les crises. On sent un fil rouge, une cohérence. Mais le discours ne s'arrête pas là. Il se termine sur un tout autre registre. Oui, un changement de ton très très net. Oui, c'est un moment charnière du discours, et il faut le rapporter avec précision et neutralité. La toute fin du message aborde frontalement la situation palestinienne. Et les mots sont très forts. Oui, le texte parle de crimes odieux et de guerres barbares menées contre le peuple palestinien. Et dans la foulée, un appel est lancé aux membres du G20, engager une mobilisation générale pour construire un avenir meilleur pour le peuple palestinien. L'Algérie s'engageant d'ailleurs à se joindre à toute initiative en ce sens. Voilà. Il faut bien mesurer la portée d'une telle déclaration, faite à cet endroit précis. Le G20, à la base, c'est un forum économique. On y parle de croissance, de régulation financière. Pas de géopolitique aussi sensible ? Exactement. Y introduire un sujet aussi clivant, c'est un acte diplomatique qui est très calculé. Et qu'est-ce que cet acte nous dit alors ? Quelle est l'intention derrière ? C'est un message à plusieurs niveaux. D'abord, ça réaffirme la position historique de l'Algérie, qui a toujours été un défenseur de la cause palestinienne. Ensuite, et c'est peut-être le plus important ici, c'est une manière de dire aux grandes puissances « Votre stabilité économique, qui est votre objectif, est une illusion si vous ignorez les foyers d'injustice qui déstabilisent des régions entières. Les deux sont liés. » C'est une façon de forcer l'agenda. Oui.
de rappeler que l'économie mondiale ne peut pas être déconnectée de la géopolitique. Et bien sûr, notre rôle ici est de rapporter cette position et d'en analyser la portée stratégique sans prendre parti sur le fond du conflit. C'est très clair. Alors, si on prend un peu de recul pour assembler toutes les pièces de ce puzzle, quel est le tableau final? Un tableau d'une grande cohérence, je trouve. On a une demande de justice économique, avec la dette. Une revendication de justice politique dans la gouvernance mondiale. Un appel à la justice climatique dans la transition. Et enfin, ce message très direct sur ce qui est présenté comme une injustice géopolitique majeure. Au fond, ce discours, c'est un peu le manifeste d'une vision alternative de la mondialisation, non? Complètement. Une vision portée par une partie du Sud qui demande une redistribution des cartes. Et du pouvoir. Donc, le diagnostic est posé, les propositions sont sur la table. Oui, et ça nous amène à la question qui reste en suspens après une analyse comme celle-ci. Laquelle? Ce discours, et d'autres voix similaires, formulent des demandes de réformes structurelles, des réformes profondes. Mais en face, il y a une arène internationale avec des intérêts établis, des équilibres de puissance qui sont hérités de l'histoire, et une inertie qui est considérable. La vraie question, c'est donc, quelle est la capacité réelle de ces voix, même si elles s'unissent, à transformer ces revendications en politique concrète? En d'autres termes, est-ce qu'on assiste à la naissance d'un nouveau rapport de force ou simplement à l'expression d'une frustration? Toute la complexité de la diplomatie mondiale actuelle, elle se trouve dans la réponse à cette question.